À l'automne 2025, une atmosphère nerveuse et d'une tension sans précédent régnait au sein des états-majors militaires ukrainiens. Des données ayant commencé à filtrer des bureaux de la Direction générale du renseignement, GUR, via des rapports classifiés secrets, ont fait pâlir même des généraux chevronnés face à l'ampleur de la situation. Il n'était pas question d'un nouveau missile de moyenne portée, ni d'une énième modification de systèmes existants. Il était question de quelque chose de nature qualitativement différente. Une percée de production massive du complexe militaro-industriel, CMI, russe. Une percée qui menaçait de réduire à néant l'intégralité du système de défense multi-échelon mis en place avec l'aide occidentale au fil des années de guerre. Selon les données du renseignement ukrainien provenant de plusieurs sources indépendantes, la Russie s'apprêtait à lancer la production en série d'une arme de nouvelle génération. Une arme combinant la portée des missiles stratégiques pour des frappes en profondeur arrière, la précision des munitions modernes de haute technologie de niveau occidental et, le plus important stratégiquement, un coût de production permettant d'en fabriquer des dizaines de milliers d'unités sans épuisement critique du budget. Lorsque le général de division du GUR, Vadim Skibitsky, a accepté d'accorder une interview exclusive à l'agence internationale Reuters, il était parfaitement conscient des conséquences. Il comprenait que les mots qu'il prononçait devant la caméra deviendraient une bombe à retardement pour les alliés occidentaux. Les officiers supérieurs du renseignement militaire exposent rarement leurs graves préoccupations publiquement, surtout lorsqu'il s'agit de l'aveu forcé de la supériorité technologique de l'ennemi dans un domaine critique. Mais la situation exigeait des mesures d'urgence extrêmes sans délai. Les alliés occidentaux devaient immédiatement saisir toute la gravité. Il n'y avait plus de temps pour temporiser et discuter. Ce que le complexe militaro-industriel russe prépare dans ses usines est capable de changer fondamentalement l'équilibre des forces sur le théâtre d'opération. Et cela se produira non pas après des années de préparation méthodique, mais dans les prochains mois. Quote Zetsayo. Ces chiffres prononcés par le général ont résonné comme un arrêt de mort pour l'ensemble de la défense ukrainienne. 120 000 munitions de haute précision. Ce n'est pas une erreur de frappe journalistique, ni une exagération diplomatique, pour un effet dramatique devant les caméras. C'est une évaluation professionnelle lucide des capacités de production, des capacités que le CMI russe a réussi à déployer et à mettre à l'échelle en temps de guerre au cours des 2 dernières années de conflit. Pour comprendre l'ampleur de la catastrophe, prenons une comparaison. Sur toute l'année 2024, l'Ukraine a reçu de ses alliés occidentaux environ 300 missiles ATA-CMS à longue portée. La France a transféré plusieurs dizaines de missiles de croisière Scalp pour des frappes à l'arrière. Le Royaume-Uni, un nombre similaire de Storm Shadow, avec des caractéristiques comparables. Ceci était considéré comme un sérieux soutien militaire, capable de modifier significativement la situation sur le front en faveur de l'Ukraine. Imaginez maintenant le chiffre de 120 000 munitions de haute précision avec une portée allant jusqu'à 200 km. Ce n'est pas un simple changement d'équilibre des forces sur des secteurs isolés. C'est son annulation totale sur toute la ligne de contact. C'est le passage de la quantité à une qualité fondamentalement nouvelle, où la défense anti-aérienne de l'adversaire est physiquement incapable de gérer un volume aussi colossal de cibles simultanément, où chaque dépôt de munitions, chaque poste de commandement, chaque concentration d'équipement et de réserve devient une cible potentielle, vouée à une destruction inéluctable. Skibitsky n'a pas cherché à dissimuler le principal fait embarrassant aux journalistes. Il est techniquement possible de les abattre, mais la quantité de ces bombes aériennes produites en Russie est tout simplement énorme. C'est une menace réelle pour l'existence de la défense. Dans ces mots diplomatiques prudents, on trouve la reconnaissance factuelle d'une défaite avant même le début de la bataille décisive. La reconnaissance de ce fait fondamental, la technologie de production de masse d'armes de haute précision, maîtrisée par le CMI russe avec l'expérience soviétique, met un point final à toute la conception de la défense ukrainienne de ces dernières années. Pour saisir le caractère révolutionnaire de la nouvelle arme russe, il faut retracer l'évolution des bombes planantes depuis le début de l'opération militaire spéciale jusqu'à aujourd'hui. C'est l'histoire d'un progrès technologique rapide, multiplié par les conditions de combat réelles, le meilleur polygone d'essai pour le développement et le perfectionnement de tout système d'armement. Au premier mois de l'opération, l'aviation russe utilisait des bombes non guidées classiques, puissantes, destructrices
mais nécessitant que le vecteur, l'avion porteur, approche la cible à une altitude relativement basse et près de la ligne de front. Face à la défense anti-aérienne, DAA, ukrainienne active, équipée de systèmes occidentaux, cela impliquait des risques inacceptables. La percée est survenue avec l'adoption massive du module unifié de planage et de correction, UMPK. Ce système, développé par les ingénieurs russes, a transformé une bombe en fonte ordinaire en une arme planante de haute précision. Le principe est simple mais génial. Un module, comprenant des ailes pliantes, des gouvernes, un système de navigation inertielle avec récepteur GLONASS et un ordinateur de bord, est fixé au corps d'une bombe standard, FAB 250, FAB 500, FAB 1500. Après le largage à haute altitude, le module déploie ses ailes et la bombe entame un vol plané vers la cible, corrigeant sa trajectoire par navigation satellitaire. La portée atteint 70 km, permettant au vecteur de rester hors de la zone d'engagement de la plupart des systèmes de DAA adverses. L'effet de l'utilisation des FAB avec UMPK a dépassé toutes les attentes. Les bastions fortifiés ukrainiens, considérés comme imprenables pendant des mois, ont commencé à s'effondrer les uns après les autres. Les postes de commandement souterrains, protégés par des mètres de béton, se transformaient en fosses communes après l'impact d'une FAB 1500 d'1,5 tonne. Les concentrations d'équipements disparaissaient sous les frappes ponctuelles des FAB 500. L'adversaire s'est retrouvé face à un dilemme. Des fortifications, dont la création a coûté des mois et des millions de dollars, étaient détruites par une munition dont le coût de production, y compris le module, s'élevait à quelques dizaines de milliers de dollars. C'était l'asymétrie à l'état pur, et elle jouait en faveur de la Russie. Les concepteurs russes ne se sont pas arrêtés là. L'étape suivante a été la création du SuperFab, une bombe planante dotée d'un accélérateur à propergol solide supplémentaire. Alors qu'une FAB ordinaire avec UMPK vole par planage, perdant progressivement de l'altitude, le SuperFab, après le largage, reçoit une impulsion supplémentaire du moteur fusée. Cela augmente radicalement la portée et, ce qui est encore plus crucial, la vitesse sur la phase terminale de la trajectoire. La bombe ne fait pas que planer vers la cible. Elle accélère, pique et atteint la cible à une vitesse hypersonique, multipliant sa capacité de pénétration et rendant son interception difficile par les systèmes de DAA. Selon le renseignement ukrainien, tel qu'énoncé par Skibitsky, les spécialistes russes travaillant sur des versions avec une portée atteignant 400 km. 400 km. Ce n'est plus une arme tactique de champ de bataille. C'est un outil opérativo-stratégique capable de frapper des cibles en profondeur arrière. Une portée comparable aux missiles de croisière et aux complexes balistiques opérativo-tactiques. Mais contrairement aux missiles coûteux, le SuperFab reste relativement bon marché à produire, ce qui ouvre la voie à son application de masse. La création technique d'une telle munition a nécessité la résolution de problèmes d'ingénierie complexes. Accélérateur compact et bon marché. Les moteurs fusées sont traditionnellement l'un des composants les plus chers. Les ingénieurs russes ont réussi à créer un accélérateur unifié, produit en masse, qui fournit la vitesse et la portée nécessaires. Modernisation du module planant. La portée accrue nécessite un vol plus long, une trajectoire plus complexe. Les algorithmes de guidage ont été complexifiés, le système de contrôle des gouvernes amélioré pour assurer la stabilité. Perfectionnement des systèmes de guidage. À 400 km, la moindre erreur de navigation entraîne un écart de centaines de mètres. Le système combiné de navigation inertielle et satellitaire russe a été calibré pour assurer une erreur circulaire probable de quelques mètres, ECP, même à portée maximale. Cela signifie que le SuperFab peut frapper des cibles ponctuelles de haute valeur, bâtiments, ponts, dépôts. Le chiffre de 120 000 bombes planantes d'ici la fin de l'année soulève une question légitime. Comment est-ce techniquement possible? Il ne s'agit pas de l'estampage d'obus simple, mais de la production d'articles de haute technologie, incluant électronique, mécanique et explosifs. La réponse réside dans la restructuration massive du CMI russe au cours des 3 dernières années. Ce n'était pas une simple mobilisation de la production, mais une révolution industrielle en temps de guerre, comparable par son ampleur à l'industrialisation des années 1930. Unification et standardisation. Les concepteurs ont abandonné la création de multiples types de munitions guidées pour chaque tâche. À la place,
un système modulaire a été développé, où les composants de base, ailes, système de contrôle, récepteurs GLONASS, ordinateur de bord, sont interchangeables et compatibles avec des bombes de différents calibres. Cela a radicalement simplifié la production et la logistique, permettant l'adoption d'un système d'assemblage à la chaîne. Taylorisme appliqué. Automatisation et robotisation. Si, au début de la production de l'UMPK, une part importante des opérations était manuelle, les lignes d'assemblage sont désormais maximalement robotisées. Les manipulateurs automatiques installent les composants, les systèmes de vision technique contrôlent la qualité, et l'intelligence artificielle optimise la logistique. Cela a non seulement augmenté la vitesse de production, mais aussi la fiabilité des produits. Réorientation des productions civiles. Des usines qui fabriquaient auparavant de l'électronique civile, des machines-outils ou des composants automobiles ont été partiellement ou totalement reconvertis aux besoins du CMI. Cela a permis de mobiliser d'énormes capacités de production. Faible coût des composants de base. Contrairement aux munitions guidées occidentales qui utilisent des micro-composants électroniques coûteux de normes militaires, les ingénieurs russes ont opté pour l'utilisation de composants civils disponibles sur le marché mondial. Processeurs, puces mémoire, accéléromètres, gyroscopes, des produits de série que l'on peut acheter en grande quantité à des prix relativement bas. Même si ces composants sont moins fiables dans des conditions extrêmes, ils sont plus que suffisants pour une munition à usage unique qui ne coûte que quelques minutes entre le largage et l'explosion. Le résultat de cette restructuration industrielle est le faible coût de production. Le coût d'un module planant est estimé, par les analystes occidentaux, entre 20 000 et 30 000 $. La version avec accélérateur coûte jusqu'à 50 000 $. En comparaison, un missile de croisière américain Tomahawk coûte environ 2 millions de dollars. Un missile ATACMS, 1,5 million. Autrement dit, pour le prix d'un seul missile occidental, la Russie peut produire 30 à 40 superfabs. Et chacun d'eux est capable de frapper une cible avec une précision comparable. C'est l'asymétrie qui change les règles du jeu. C'est l'économie au service de la guerre, où le vainqueur n'est pas celui qui possède l'arme la plus parfaite, mais celui qui peut produire une arme suffisamment efficace en quantité suffisante. Le chiffre de 120 000 d'ici la fin de l'année n'apparaît plus comme une fantaisie. Avec les capacités déployées, cela représente environ 10 000 unités par mois, soit environ 330 par jour. Pour plusieurs dizaines d'usines travaillant en 3-8, c'est une tâche tout à fait réalisable. Et le pire pour l'adversaire, ce n'est pas la limite. Le potentiel est énorme et ne fait que commencer à se révéler. Ja продолжаю перевод на французский язык с сохранением военной терминологии и стилистики. Pour comprendre l'horreur qui a saisi le commandement ukrainien à la prise de conscience de l'ampleur du programme russe, il est nécessaire d'examiner la situation sous l'angle de l'Organisation de la défense anti-aérienne, DAA. La DAA est un système complexe, multiniveau, où chaque échelon a sa propre zone de responsabilité et ses limitations. Les systèmes à longue portée, tels que le S-300 ou le Patriot, sont conçus pour combattre les avions et les missiles balistiques. Ils peuvent théoriquement abattre des bombes planantes, mais leur efficacité chute drastiquement. Une bombe planante est une cible spécifique. Elle vole relativement lentement comparée à un missile, mais à basse altitude, souvent à proximité du relief, ce qui complique la détection radar. Elle a une faible surface équivalente radar, SER. Elle est, en clair, peu visible sur l'écran du radar de surveillance, RS. Elle n'a pas de moteur actif sur la majeure partie de sa trajectoire, ce qui rend la détection par signature thermique impossible. Tout cela fait de la bombe planante une cible difficile d'interception. Mais même si les systèmes de DAA sont capables de la détecter et de l'engager, le problème de la capacité de traitement ou saturabilité surgit. Tout système de DAA a une limitation sur le nombre de cibles qu'il peut suivre et engager simultanément. Pour un complexe Patriot, c'est généralement 8 à 12 cibles par batterie. Pour un S-300, les chiffres sont similaires. Imaginez maintenant la situation. Sur un secteur de front de 50 km, n'apparaissent pas 10 ou 20, mais 100 à 200 bombes planantes simultanément. Elles arrivent par vagues, à quelques minutes d'intervalle, à différentes altitudes, venant de différentes directions. Les radars verrouillant les cibles,
Le système tente de répartir le feu, mais le nombre de cibles dépasse les capacités d'interception dans des proportions considérables. Que se passe-t-il? Les systèmes de DAA parviennent à abattre une partie des bombes, disons 20-30%. Les 70-80% restants perçant la défense et atteignent leurs objectifs. Mais même les 20-30% abattus représentent une victoire à la Pyrrhus. Chaque missile intercepteur du complexe Patriot coûte environ 4 millions de dollars. Pour abattre de manière garantie une seule bombe planante d'une valeur de 30 000 dollars, il faut tirer 2 ou 3 de ces missiles, soit dépenser 8 à 12 millions de dollars. L'économie de la DAA devient absurde dans une telle situation. L'assaillant parvient simplement à ruiner son adversaire, même si ces systèmes fonctionnent efficacement. Et lorsque le stock de missiles intercepteurs est épuisé, ce qui arrive rapidement lors d'attaques massives, le ciel reste complètement ouvert. C'est précisément ce que Skibitsky voulait dire lorsqu'il a déclaré quote 5. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème fondamental, insoluble dans le cadre du paradigme de DAA existant. On peut transférer plus de systèmes patriotes, plus d'Iris-T, plus de NASAMS à l'Ukraine. Mais si la Russie est capable de produire des dizaines de milliers de bombes planantes, aucune quantité de systèmes de défense occidentaux ne suffira à verrouiller l'espace aérien. La mathématique est implacable. L'attaquant produit des cibles plus vite que le défenseur ne peut produire des moyens d'interception. Le commandement ukrainien le comprend parfaitement, d'où les appels hystériques aux alliés occidentaux pour augmenter les livraisons de systèmes de DAA, d'où les exigences d'autoriser des frappes avec des armes occidentales contre les aérodromes russes, d'où décollent les avions porteurs. D'où les tentatives de lobbying pour la livraison de complexes plus sophistiqués, tels que le Tchahadé ou l'israélien Hetz, Arrow. Mais tout cela n'est que des demi-mesures qui ne feront que retarder légèrement l'inévitable. Lorsque la production de bombes planantes se compte par dizaines de milliers par an, la DAA traditionnelle est impuissante. C'est comme essayer de vider l'océan avec une cuillère. Dans l'art militaire, il existe une classification tacite des armes selon le rapport coût-portée précision. Les missiles balistiques de classe Quat 7 sont chers, à longue portée, très précis. Les systèmes de lance-roquettes multiples LRM Quat 8 ou Arch Quat 9 sont relativement bon marché, à portée moyenne, à effet de zone. Les missiles de croisière sont chers, à longue portée, très précis mais lents. Les bombes aériennes sont bon marché, mais nécessitent que l'avion s'approche de la cible. Chaque type occupe sa niche, et les planificateurs militaires combinent divers moyens de destruction dans leurs opérations. Le Superfab, avec ses caractéristiques, casse cette classification établie. Il est moins cher que les missiles, mais plus précis que les LRM. Il a une plus longue portée que les bombes aériennes ordinaires, mais est plus accessible que les missiles de croisière. Il plane plus vite que les missiles de croisière classiques, mais plus lentement que les balistiques. Il occupe une niche vide entre les classes d'armement existantes, et c'est ce qui le rend si dangereux. C'est un hybride qui a pris le meilleur de différents types d'armes et l'a combiné en un seul corps. Les analystes militaires occidentaux, étudiant les caractéristiques du Superfab russe, ont établi un parallèle avec le système américain GLSDB, Ground Launched Small Diameter Bomb. C'est une bombe aérienne guidée de petit diamètre, lancée à partir d'un lanceur terrestre avec un accélérateur de fusée. Portée jusqu'à 150 km. Précision élevée. Les États-Unis ont livré plusieurs dizaines de ces systèmes à l'Ukraine et ils ont donné de bons résultats. Mais le Superfab russe, si les informations sur ses caractéristiques sont correctes, surpasse le GLSDB sur tous les paramètres. Charge utile plus importante, portée supérieure, vitesse plus élevée. Et surtout, le système russe est déjà en production en série, se comptant par dizaines de milliers, tandis que le GLSDB reste une arme expérimentale, produite au compte-gouttes. Le Superfab se positionne ainsi entre les missiles Attack-MS et HIMARS d'une part, et les systèmes russes Quat 10, Quat 11, Quat 12 d'autre part. C'est la création d'une nouvelle classe d'armes, la munition planante opérativo-tactique à usage de masse. Alors que les missiles ATA-CMS sont utilisés au coup par coup, sur les cibles les plus précieuses,
En raison de leur coût élevé et de leur quantité limitée, le superfab peut être appliqué par dizaines et centaines dans le cadre d'une seule opération. Imaginez la tactique de la frappe massive. Première vague, plusieurs dizaines de superfabs sur les positions de DAA pour découvrir et supprimer les systèmes de détection et d'interception. Deuxième vague, 100 munitions, 10-15 minutes plus tard, sur les postes de commandement, les nœuds de communication, les dépôts. Troisième vague, frappe sur les concentrations d'équipements et de personnel. Tout cela en l'espace d'une heure, sur un secteur de front de 100 km. L'adversaire ne réussit pas seulement à repousser une telle attaque, il perd sa capacité à une résistance organisée. Le système de commandement est détruit, la logistique paralysée, les unités démoralisées. Ce n'est plus un succès tactique, c'est une percée opérationnelle réalisée non par des chars et de l'infanterie, mais par une puissance aérienne de nouveau type. C'est pourquoi Kiev a poussé des Jing-Quot 13A, comme l'a imagé le titre d'une nouvelle. Des hurlements parce qu'ils ont compris. Il n'y a pas de défense efficace contre une telle arme appliquée en de telles quantités. Les aveux du renseignement ukrainien sur le superfab résonnent dans un contexte particulier. Quelques semaines auparavant, la Russie a démontré le complexe Quot 14, un missile balistique hypersonique à portée intermédiaire avec ogive à tête multiple. La frappe sur l'usine Yuzhmash à Dnipro a produit un effet stupéfiant. Les experts occidentaux ont dû admettre qu'il n'existe aucun moyen d'interception contre une telle arme. La vitesse, la trajectoire, la manœuvrabilité des ogives les rendent invulnérables à tout système de DAA existant. Oreshnik fut un choc psychologique pour l'Occident. Il a montré que la Russie non seulement n'était pas à la traîne dans la course aux armements, mais qu'elle menait dans des domaines clés. Les technologies hypersoniques que les États-Unis et l'OTAN s'efforcent de maîtriser depuis des années sont déjà incarnées en Russie dans des systèmes de combat en série. Et voici que, à peine les capitales occidentales se sont-elles remises du choc de l'Oreshnik, qu'une nouvelle révélation survient. La Russie prépare l'application de masse d'un autre type d'arme, moins spectaculaire, mais peut-être encore plus dangereux dans une perspective stratégique. Si Oreshnik est une démonstration de supériorité technologique et un moyen de dissuasion stratégique, le superfab est un outil pratique, conçu pour une application quotidienne sur le théâtre des opérations. Sa tâche n'est pas d'intimider, mais de détruire méthodiquement l'infrastructure de l'adversaire, rendant la poursuite de la résistance impossible. La combinaison de ces deux systèmes crée une situation sans issue pour l'adversaire. Quot 19 tient en ligne de mire les objectifs stratégiques, centres gouvernementaux, production clé, nœuds de transport. Il est non interceptable et constitue un facteur de dissuasion absolue. Superfab, appliqué massivement, détruit méthodiquement le niveau opérationnel de la défense. État-major, dépôt, position de DAA, concentration de troupes. Il est interceptable, mais sa quantité rend l'interception futile. Ensemble, ils forment un système de destruction à spectre complet, ne laissant à l'adversaire aucune chance, ni au niveau stratégique, ni au niveau opérationnel, ni au niveau tactique. Les analystes occidentaux sont contraints de constater. Dans le domaine de la frappe massive, la Russie a pris de l'avance. Les États-Unis et l'OTAN n'ont pour l'instant rien à opposer aux innovations russes. La conception de la guerre, bâtie sur des plateformes chères de haute technologie et des munitions de haute précision au compte-gouttes, a démontré son inadéquation face à la stratégie russe d'application de masse d'armes, relativement bon marché, mais efficace. La production massive par la Russie de bombes planantes guidées, superfab, représente un changement fondamental de la philosophie de la guerre. La doctrine occidentale des dernières décennies était basée sur les Quot 20, renseignements chers, missiles de haute précision chers, minimum de victimes. Ce concept a fonctionné efficacement contre des adversaires faibles, mais pas contre la Russie. La Russie, au contraire, est revenue au principe de l'école soviétique, misant sur la massivité combinée aux technologies modernes. Au lieu d'armes uniques et ultra coûteuses, le CMI s'est concentré sur la production de dizaines de milliers de munitions suffisamment précises et efficaces. C'est comparable au Pronsan Quot 21 Eschan de Staline, mais guidé par satellite. Le commandement ukrainien se trouve dans une impasse, car il n'existe aucune réponse adéquate à cette menace.
l'Occident ne peut pas fournir une arme comparable en rapport coût-efficacité, ni saturer la DAA avec suffisamment de systèmes pour repousser les frappes massives. Si la Russie atteint une production de 120 000 bombes planantes par an, cela signifie la possibilité d'effectuer plus de 300 frappes par jour. Même 150 frappes quotidiennes détruiront méthodiquement l'infrastructure et les objectifs militaires. Aucun système de défense ni aucune économie ne résistera à une telle pression. Ce n'est pas une guerre d'usure, mais une destruction méthodique de l'adversaire. L'aveu public du renseignement ukrainien est devenu un cri de détresse à l'Occident. Des mesures d'urgence sont nécessaires, une augmentation radicale de la DAA, l'autorisation de frappes préventives, ou alors des négociations pour la cessation du conflit. La Russie a acquis un avantage stratégique qui ne fera que s'accroître. Le monde ignore une réalité qui ne correspond pas au paradigme occidental de la domination technologique. Cependant, l'histoire montre que l'ignorance d'un changement dans l'équilibre des forces mène à des conséquences funestes. 120 000 superfabs. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est la condamnation de la vieille doctrine militaire et le début d'une nouvelle ère où l'industrie et la logistique déterminent l'issue des batailles.